Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative et démonstrative de la migration de la solution Worry-Free Services vers la solution Vision One. Donc je vais vous montrer voilà, lors de cette vidéo assez rapide comment est-ce que on passe de la solution Worry-Free à une solution Vision One de manière assez facile et efficace. Donc pour l'occasion, j'ai un client que j'ai appelé webinaire WFV1 et auquel j'ai déjà provisionné la console Vision One. On peut le voir ici avec le bouton View. Un client qui n'a pas encore la console Vision One de provisionner va apparaître comme ceci avec le bouton Provision. Pour lui provisionner la console, c'est pareil, hein, on clique sur Provision. On choisit bien ici le data center comme étant Germany pour l'Allemagne. Et on fait Start Paid License. Ok. Une fois que mon client a été provisionné, le temps de provisionnement varie, ça va prendre généralement à peu près entre 2 et 5 minutes le temps de provisionner la console et que tout soit opérationnel pour la migration. Une fois que tout est opérationnel, tout a été provisionné, on va dans l'onglet ici, alors hop, avec les deux petites flèches en bas, on peut ouvrir le menu, ce sera plus simple pour naviguer. Et donc dans Security Solutions, on va retrouver Endpoint Inventory. Là, on va retrouver bien mon client webinaire WFV1 qui a été provisionné puisque j'ai bien le bouton View pour accéder à la console de ce client-là. Et quand je vais dans le menu Endpoint, je vais retrouver mon client ici, webinaire WFV1. Et dans mon inventaire de machines, je vais bien retrouver ma machine sur du Worry-Free Services. La deuxième étape de migration, puisque la première c'est le provisionnement de la console Vision One, la deuxième étape de migration, c'est de venir sélectionner mon agent ici, et là j'ai un bouton avec marqué Update Worry-Free Agent. Je clique sur Update Worry-Free Agent, et là il me dit, il va falloir, donc il me donne voilà, quelques checks à faire au niveau de la compatibilité déjà. Et surtout, il me dit, attention, c'est une action qui est irréversible. Une fois qu'on a fait la migration, on ne peut plus revenir en arrière. On n'a pas de migration de Vision One vers Worry-Free. Je dis, OK, je comprends les risques, etc. Et je veux quand même continuer. Donc là, je clique sur la case, j'accepte, et en fait, ça va me créer ce qu'on appelle une instance. Donc là, il va falloir qu'on la crée, cette instance-ci, qu'on lui mette un nom. Une instance qu'on appelle Standard Endpoint Protection, qui est l'instance de l'antivirus de Vision One euh, pour les postes de travail. Donc, je vais l'appeler par exemple poste de travail Chris. Hop. La région, je vais choisir encore une fois l'Allemagne. Et si je vais mettre une petite description, euh, donc SEP, parce que chez Trend Micro, chez Trend AI, ils aiment bien appeler les choses par leurs abréviations. Donc, Standard Endpoint Protection, SEP. SEP pour poste de travail en Allemagne. Hop, je fais Create. Donc là, il me dit, il me dit bien, hein, attention, c'est une action qui va prendre à peu près 20 minutes pour se compléter. Ok, donc mon instance Standard Endpoint Protection a bien été créée. Et donc, je vais pouvoir passer à la suite des étapes de migration. Donc, pour la suite, hein, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est la création de groupes de sécurité. Parce que les groupes de sécurité me permettent de ranger mes différentes machines dans certains groupes et donc attribuer des politiques de sécurité aussi différentes à ces différents groupes. Alors moi, les politiques de sécurité, j'en ai créé quelques-unes. Je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on fait pour les créer et comment est-ce qu'on fait pour les attribuer. Donc ici, je vais avoir par exemple mon groupe
standard endpoint protection hein, de mon instance, l'instance poste de travail Chris que j'ai créé. Et donc là, je vais dans Windows. J'ai un groupe par défaut qui s'appelle le workgroup et je fais create group. Donc là, mon groupe, je veux par exemple le créer sous Windows et je veux l'appeler technique. Là, je sais que c'est tous mes postes qui vont appartenir à la technique. Je fais create, laisse le temps de se créer tranquillement. Voilà, donc là, ça va prendre un petit peu de temps, hein, le temps que le groupe se crée totalement. On voit qu'il est encore en cours de création. On va le laisser travailler gentiment et en attendant, je vais vous montrer comment est-ce que on peut créer les politiques de sécurité et les assigner du coup à nos endpoints, en tout cas à nos groupes. Donc là, je vais pouvoir aller dans Endpoint Policy ressources dans un premier temps. Donc les ressources, ce sont tous les directories, tous les fichiers, toutes les extensions, etc. que je vais vouloir mettre en exclusion par exemple. Je peux aussi créer d'ailleurs des règles d'application control. Donc l'application control me permet d'autoriser ou de bloquer l'exécution d'une application sur la machine. Donc là, par exemple, je veux bloquer l'application app 1. Je ne sais pas quelle application ça peut être. Je vais donc dans l'action, je mets bloc et comment est-ce que je veux la bloquer? Donc soit via un certificat, soit via le chemin de l'application, ou alors via son hash, donc en SHA-256. Et donc là, je mets la valeur du hash. Donc moi, je ne veux pas forcément créer de règles d'application de contrôle. En tout cas, si vous voulez le faire, c'est ici que ça se fait. Pareil au niveau des règles de firewall, je vais pouvoir créer des règles de firewall si jamais je veux activer le firewall et donc bypasser le firewall de la solution de l'OS déjà en place. Généralement, c'est plutôt du Windows. Eh bien, on va créer des règles de firewall, les ajouter ici et les mettre en place dans ma politique que je vais vous montrer juste après. Au niveau, pareil, hein, des directory lists, je vais pouvoir créer des exclusions au niveau des répertoires. Donc là, on a déjà des exclusions créées par TrendAI au niveau de Windows, des extensions de fichiers, des listes de fichiers, etc., etc. Par exemple, je ne sais pas, je pourrais exclure, voilà, par exemple, voilà, ceux de Windows, ça va être ces fichiers-là qui sont exclus, et qui sont dans la liste en tout. Enfin, pour pouvoir faire du scan programmé, il faut que je crée un schedule. Pour créer un schedule, je vais dans Schedule ici, et je fais Add Schedule. Alors le nom, je vais lui mettre par exemple hebdo, lundi, 9h. Hop, comme ça. Donc là, je vais choisir plutôt en weekly, le lundi, et donc je vais mettre à 9h. Je ne veux pas forcément qu'il y ait de timeout. Donc le timeout, ça permet de limiter l'action pendant un certain temps. Moi, le scan programmé, s'il doit durer pendant 2 heures, eh ben, il dure pendant 2 heures. Je n'ai pas forcément envie qu'il s'arrête au bout de 2 heures. Je fais save. Coup, voilà, j'ai mon schedule qui a bien été créé pour pouvoir faire mon scan programme. Ok, une fois que j'ai mes ressources ici qui ont été créées, je vais pouvoir aller dans Endpoint Policy Settings pour créer mes politiques. Alors, vous allez voir que moi j'ai déjà créé quelques politiques. Je vais en prendre une qui est assez basique, la antivirus standard que j'avais créée et qui globalement reprend les politiques un peu par défaut de ce que vous pouvez retrouver sur du Worry-Free. Donc alors déjà, on va avoir la partie anti-malware. Forcément, c'est vraiment la partie antivirus. Donc là, je vais laisser plutôt en mode moderate. Alors on a 4 niveaux de détection et de prévention. Trend Micro recommande de laisser en moderate, hein, au niveau 2, ce qui permet d'avoir assez peu de faux positifs, mais avoir quand même une détection et une protection assez efficace. Donc voilà, vous me laissez en mode moderate.
Donc ici, je viens activer mon real-time scan, hein. Bien activer cette partie-là. Et si jamais je veux rajouter du coup mon mettre un scan programmé, je viens choisir mon schedule que j'ai créé tout à l'heure. Je fais save et du coup, je sais que j'ai un scan qui va se lancer tous les lundis à 9 heures. OK? Si je veux mettre en place des exclusions, pareil, je vais dans Manage exclusion et donc là, je viens choisir mes listes de directory, mes listes de fichiers que je veux exclure ici. Du coup, ça va pas scanner ces fichiers-là. Faut faire attention, hein, pas mettre le ces deux points anti-slash parce que du coup, bah, vous ne scannerez plus rien finalement. OK, je vais sauvegarder. Ma web réputation. À savoir, quand on sauvegarde une politique, quand on sauvegarde pardon, une politique qui avait déjà été attribuée à un groupe, ça va aussi effectuer la modification sur ce groupe-là au niveau de la politique. Donc, euh, faites attention, hein, si jamais vous voulez mettre en place une exclusion pour un client spécifique, il vaut mieux aller le faire directement sur la console de demande de ce client-là. Ça, je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc là, dans ma politique ici, web réputation, et je viens ici activer mon web réputation. Ça, pareil, vous l'aviez sur Worryfree aussi. Donc, c'est un scan des URL qui sont consultées par l'utilisateur. Et si jamais cette URL est classée comme étant dangereuse ou hautement suspicieuse dans ce cas-là, elles vont être bloquées. On a trois niveaux de classification, quatre niveaux même, on va dire. Dangereuse, hautement suspicieuse, suspicieuse et safe. On a même un dernier niveau qui serait n'a pas été testé par TrendAI. Euh, donc, généralement, vous me laissez en mode Major, donc on va bloquer tout ce qui est dangereux et hautement suspicieux. Donc là, je vais pouvoir créer, pareil, des règles d'URL potentiellement à autoriser ou à bloquer spécifiquement dans mes ressources. L'intrusion prévention, alors c'est une solution qui requiert beaucoup de crédits additionnels. Donc en fait, c'est de- des licences supplémentaires, on va dire. Donc ça, je vous recommande de ne pas forcément l'activer quand vous venez de Borifree. Ça coûte quand même beaucoup plus cher et c'est pas forcément la cible soit des machines qui avaient du Borifree. Donc l'application de contrôle, je vous en ai un petit peu parlé. Si jamais je veux autoriser bloquer une application, je vais pouvoir l'activer ici et mettre en place les règles que j'avais créées auparavant. Device control, vous l'aviez pareil sur Warifree aussi pour autoriser, bloquer tout ce qui est clé USB. Hop, pareil aussi on peut bloquer, venir bloquer l'autorun. Et si jamais je veux autoriser, donc je suis en mode bloqué ici pour une clé USB et je veux quand même autoriser une clé à se lancer, je peux quand même mettre en place une exclusion sur des clés USB. Au niveau du firewall, pareil, si jamais je veux l'activer, je vais pouvoir l'activer ici, le désactiver, et j'ai un certain niveau de sécurité. Alors, faire attention, le firewall, hein, ça peut être très fastidieux à mettre en place en termes de règles. Par exemple, on a ici, si on met en mode medium, on va bloquer tout le trafic entrant et autoriser le trafic sortant. Potentiellement, vous allez bloquer des applications métiers, etc. Faire attention à ce niveau-là. OK. L'Advanced Risk Télémétrie. Donc là, on va pouvoir activer l'Advanced Risk Télémétrie. Ça nous permet d'avoir de la remontée télémétrique pour faire remonter tout ce qui est CVE. Donc ça va surtout alimenter la notion de CREM, qui est un module supplémentaire de Vision One. Je vous conseille de le laisser activer. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et quoi qu'il arrive, ça vous donnera des informations complémentaires pour votre client. Le XDR for Endpoint, donc là c'est la notion d'EDR. Donc si vous voulez, vous pouvez activer de l'EDR pour votre client. On va retrouver encore une fois les quatre niveaux d'agressivité, on va dire. Et donc, encore une fois, Trend Micro recommande de laisser en mode moderate. Donc moi, sur cette politique-là, je ne l'ai pas activée.
Le Data Security Sensor, c'est soumis à licence, donc il faut faire attention aussi, si vous l'activez, vous allez consommer encore une fois des crédits supplémentaires, donc je vous conseille de pas forcément l'activer dans un premier temps. Identity Security Sensor permet de faire remonter de la télémétrie supplémentaire au niveau d'un Active Directory, donc là c'est vraiment à mettre en place sur des serveurs Active Directory. Euh, donc bon, voilà, pour l'instant c'est pas forcément le cas. Si jamais j'ai un Active Directory à installer sur Division One, potentiellement je vais créer une règle spécifique pour les Active Directory. Donc là, c'est pas le cas de celle-ci. L'envoi en sandbox automatique pour envoyer automatiquement des fichiers dans une sandbox cloud afin de tester ce fichier-là, savoir est-ce qu'il est euh, mauvais, est-ce qu'il est bienveillant, etc. euh, et avoir un rapport de sandbox automatiquement. Ça, pareil, c'est soumis à licence aussi, donc je vous conseille de ne pas forcément l'activer. On va avoir ensuite des exclusions globales au niveau de règles et une extension au niveau du navigateur. Ça permet surtout d'améliorer la capacité de détection du web réputation. Si. Et enfin, l'agent interface pour avoir une interface utilisateur pour que voilà, l'utilisateur puisse avoir une interface et avoir quelques actions sur, par exemple, les scans programmés. Si jamais on veut lui donner la possibilité de délayer son scan programmé, de carrément le passer, etc., etc. Vous laissez quelques actions à l'utilisateur. Donc, voilà pour les politiques. Donc, une fois qu'on a créé notre politique de sécurité, il va falloir qu'on l'assigne à un template. Pour ça, je vais dans Endpoint Policy Template et je vais bien créer mon template. Alors, je vais reprendre ma politique que j'avais créée. Donc, moi, je l'ai attribuée de la même manière, hein, AV standard, hein, pour antivirus standard. Et donc, mon template ici, je l'ai créé et je vais pouvoir lui attribuer des priorités. Moi, je n'ai pas forcément mis de priorité, j'ai été assez basique. Mais si jamais je veux mettre en place des priorités, je pourrais très bien dire toutes les machines qui vont commencer par porte vont prendre telle politique. Les machines qui seront sur du Windows 10, ce sera telle politique. Et celle par défaut, bah, ça veut dire que si on ne matche pas avec cette priorité-là, on va matcher avec la politique par défaut, pardon, la base priority ici. Et donc, dans ce cas-là, elles vont en prendre potentiellement une autre politique. Donc là, par exemple, moi, je vais dire Windows 10. Donc, toutes les machines qui ont du Windows 10, alors je vais l'appeler, hop, priorité Windows 10, vont prendre la politique peut-être antivirus pseudo agressif. Et si c'est pas du Windows 10, ça va prendre du antivirus standard. Moi, je vais rester sur du très simple, là, c'est-à-dire que je crée une politique, je lui mets un template, et ensuite, ce template-là, je vais l'attribuer du coup à un groupe. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, j'ai créé mon template, et du coup, je vais pouvoir aller dans mon Security Solution, Endpoint Inventory, encore une fois. Donc, c'est ici hein, que tout se passe pour la partie technique, on va dire. Et je vais aller dans mes groupes ici. Tout à l'heure, sur mon client de webinaire WFV1, j'avais créé un groupe que j'avais appelé, je ne sais plus, technique, je crois, voilà ça. Donc là, j'ai mon groupe technique et je peux du coup appliquer un endpoint policy template. Donc là, moi, j'avais mis mon template antivirus standard, je l'assigne. Comme ça, toutes les machines qui vont être dans ce groupe technique vont avoir la politique que je viens de lui assigner. Donc ça, c'était, on va dire, la troisième étape de migration, qui n'est pas forcément nécessaire, parce que vous pouvez aussi laisser par défaut, vous avez du coup des politiques par défaut de Vision One, qui fonctionnent très bien, les politiques par défaut. Moi, la antivirus standard, finalement, reprend la politique par défaut. Ce que j'ai rajouté en plus, là, c'est du coup le scan programmé et les exclusions Windows, etc. Mais sinon, vous pouvez très bien laisser les politiques par défaut si vous n'avez pas envie forcément de vous casser la tête avec cette partie-là. Et donc, je vais revenir dans mon onglet Endpoint pour finir ma migration. L'étape finale de la migration, c'est de passer du coup de mon agent Worry à mon agent Vision One. Donc là, je clique sur Update Worry Agent une nouvelle fois. Il va me demander du coup, bah, OK, mais dans quel groupe tu veux le mettre? Je vais dire du coup bah, dans mon groupe technique.
Donc là, il me dit, OK, si tu mets dans ton groupe technique, ça veut dire qu'il va prendre la politique antivirus standard. Effectivement, parce que c'est celle que j'ai créée. Je clique sur Update. Je clique sur Update et là, on voit que le process peut prendre jusqu'à 30 minutes afin de s'exécuter complètement. Donc, encore une fois, je vous reprends dans 30 minutes une fois que la migration aura été effectuée. Ok, donc quelques temps est passé, je pense que voilà, il a dû passer à peu près une demi-heure, et on a bien notre migration de mon agent Worry qui est bien passé maintenant sur mon instance Standard Endpoint Protection que j'avais appelé poste de travail CRIS. Donc la migration s'est bien passée et tout est fonctionnel. Alors là, vous allez pouvoir vous apercevoir aussi qu'on a un petit i avec un à côté, hein, pour dire qu'il y a une information que je dois avoir. Et donc là, il me dit, attention, ton endpoint sensor n'est pas activé. Alors c'est normal, cette information-là, il me dit juste en fait finalement, ton EDR n'est pas actif. Comme c'est quelque chose qui est normal, parce que dans ma politique antivirus standard, je n'ai pas mis d'EDR, eh bien, forcément, il me dit, attention, ton EDR n'est pas actif. Donc là, pour moi, il n'y a pas de euh, mauvaise configuration. C'est un choix de ma part de ne pas forcément mettre d'EDR sur cette machine-là. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la solution Trend Vision One, donc la solution vraiment, la console Vision One du client final. Donc, déjà, pour pouvoir se connecter, donc soit vous allez sur votre Security Solution Endpoint Inventory, et puis là, vous avez Trend Vision One Status, et vous cliquez du coup sur le petit bouton View pour accéder à la console de votre client final, comme ça. Soit sinon, vous pouvez aussi aller dans le Customer Overview et pareil, cliquer sur View pour accéder à la console du client final. Hop, on enlève toutes les petites pop-up et donc là on arrive sur la console de mon client final. Alors ce qui est dérangeant peut-être dans un premier temps avec la solution Vision One comparée à la solution Worry-Free, c'est effectivement sa multitude d'informations qui nous est donnée et le nombre de solutions aussi qui nous est proposé. Euh, Si jamais vous ne voulez utiliser que ce qui était possible avec Worry-Free, vous pouvez du coup vous rendre dans la partie Platform Directory. Et là, vous allez pouvoir du coup, alors déjà, dans un premier temps, peut-être changer votre home page, c'est-à-dire que vous, peut-être que ce que vous voulez faire, c'est ne gérer que la partie Endpoint Security. Et donc, peut-être que vous voulez arriver directement sur votre Endpoint Inventory. Donc là, vous allez avoir toutes les machines de votre client. Et surtout, vous allez du coup maintenant pouvoir décocher, dépiner ici les différents menus qui ne vous intéressent pas. Donc, si vous voulez rester encore une fois sur ce qui avait uniquement qu'avec du Worry Free, ben, vous pouvez enlever cette partie-là, la partie dashboard qui ne nous sert pas forcément. XDR, Atlantic Seven XDR, c'est utile que si vous avez de l'EDR. Donc moi, dans mon cas, j'ai pas forcément mis d'EDR, donc je le désactive. Threat Intelligence, on va l'enlever. Workflow Automation, on va l'enlever. AI Security, on va l'enlever. Zero Trust Secure Access, on enlève. Maintenant, on va enlever un peu toutes les solutions, mis à part forcément Endpoint Security. Network Security, je vais enlever. Email and Collaboration Security, je vais enlever. Cloud Security, j'enlève. Sales Management, je peux enlever. Hop, les licences, on enlève. Et la partie administration, celle-là, on va peut-être pouvoir la laisser tout de même parce que c'est là où on va pouvoir créer les comptes, des rôles, etc. On peut voir aussi, par la même occasion, hop, sur mon Endpoint Security, qu'il est grisé. Je ne peux pas l'enlever, tout simplement parce que comme ma home page, c'est Endpoint Inventory, je ne peux pas forcément enlever cette partie-là. Donc, par défaut, la home page, c'est le Cyber Risk Overview. Donc, par défaut, vous ne pouvez pas enlever le CREM, le Cyber Risk Exposure Management. C'est pour ça qu'on peut changer notre home page pour le mettre sur Endpoint Inventory. Et comme ça, on peut enlever notre partie CREM. Et là, du coup, je vais pouvoir me balader sur ma solution Vision One qui est beaucoup plus épurée ici. J'ai deux menus, un menu administration pour pouvoir gérer potentiellement les comptes utilisateurs
le rôle, les potentiels rôles qu'on peut attribuer à mes comptes utilisateurs. Et surtout, la partie Endpoint Inventory, eh bien, si jamais je veux donner la main à mon client, je peux le faire et il peut avoir du coup accès qu'à cette partie-ci. On peut notamment voir les événements qui se sont passés en fonction des différents modules de sécurité. Donc, si jamais j'ai un fichier qui a été bloqué, etc., je vais pouvoir le voir dans mon Event Viewer ici, anti-malware. Pareil, si jamais c'est une URL qui a été bloquée, etc., etc. Donc, si jamais vous voulez créer un accès pour votre client final, vous pouvez ici lui créer un compte utilisateur. Donc là, on va pouvoir aller dans Administration, User Account, et Add User Account, et on clique sur Local Account. Là, on renseigne l'adresse mail de l'utilisateur. Hop, je mets une adresse mail qui m'appartient, par exemple. Je choisis le rôle que je veux lui attribuer. Donc là, on va pouvoir aussi créer des rôles custom, hein. Moi, je vais juste prendre un rôle, par exemple, Endpoint Administrator. Une description qui n'est pas forcément obligatoire, mais compte client tech, par exemple. Je clique sur Add, et donc là, la personne va recevoir un mail pour dire vous avez été invité à rejoindre votre console TrainAI Vision One, etc. Et il va falloir qu'elle définisse un mot de passe pour pouvoir créer son compte finalement. Et là, elle va pouvoir accéder du coup à la console TrainAI Vision One. On peut aller voir dans les user roles, notamment aussi qu'est-ce que fait les différents rôles et aussi on peut créer un nouveau rôle. Par exemple, le endpoint administrateur, à quoi il sert? Eh bien, il nous permet d'avoir accès à tous ces éléments-ci. Voilà. Vous pouvez configurer les politiques de sécurité de votre client final en allant directement sur sa console TrainAI Vision One. Donc là, on peut voir que j'ai ma politique, enfin, en tout cas mon assignment AV standard que j'avais attribué à ce client-là, hein, bien pour le groupe technique. Eh bien, si jamais je veux la modifier, cette politique-là, je peux déjà me rendre dans Platform Directory. Et là, il faut que j'aille dans Pre-Release Feature et que je coche bien cette case Manage Endpoint Protection. Je clique sur Save. Hop. Et donc là, si je vais dans mes Endpoint Security Policy, je peux configurer ma politique AV standard. Donc, je vais dans ma politique anti-malware et potentiellement, je vais vouloir ajouter ici une exclusion, un fichier, etc. Alors, j'en ai pas forcément, mais voilà, peut-être que je veux enlever cette exclusion-ci. Je sauvegarde et je quitte. Et donc là, ma politique a bien été changée. Si je vais dans ma console MSP et que je vais voir du coup mes templates de politique ici, est-ce que ma politique a été changée? Eh bien, elle ne l'a pas été, hein. On voit toujours ici, donc c'est pas parce que je vais modifier ou affiner une politique sur la console de mon client final que ma politique au niveau MSP, elle va changer, hein. C'est vraiment le but, c'est que si jamais vous avez des clients avec des besoins spécifiques en termes d'exclusion de scan, eh bien vous allez directement sur sa console et que vous lui modifiez l'exclusion de scan au niveau de la console du client final et pas sur votre console MSP. Ça vous évite d'avoir 50 millions de politiques sur votre console MSP. Vous en avez juste que quelques-unes et vous allez affiner ces politiques-là directement sur la console du client final. Voilà pour cette migration du coup de Worry-Free vers la solution Vision One, en espérant que ça vous a éclairé un petit peu sur l'utilisation de Vision One et que ça vous a aussi rassuré sur cette fameuse migration que vous pourriez faire de Worry-Free vers Vision One. Euh, L'avantage de passer sur du Vision One, forcément, c'est aussi d'utiliser la fonctionnalité EDR. Donc, je vous recommanderais toujours d'activer cette politique-là. Alors, c'est un bundle
supplémentaires qui coûtent peut-être un petit peu plus cher aussi. Hein. On rajoute un petit peu de fonctionnalités, donc forcément, ça a un coût. Mais l'utilisation de l'EDR aujourd'hui est pratiquement obligatoire pour tous les clients pour avoir une sécurité presque optimale. Hein. Et donc, nous, on vous accompagne. Chris Réseau vous accompagne dans cette démarche de migration de Worry vers une solution Vision One qui serait plus à même à protéger vos clients de manière en tout cas plus efficace. Merci à tous de m'avoir écouté et eh bien, je vous dis à une prochaine fois.